Le secret que Napoléon emportait dans sa tombe, on dit que les grands hommes ne meurent jamais vraiment. On dit que leurs batailles, leurs victoires, leurs empires restent gravés dans le marbre de l'histoire pour l'éternité. Mais personne ne parle de ce qui disparaît avec eux. Les petites choses. Les choses intimes. Les choses que même les historiens les plus acharnés n'ont jamais pu trouver. Napoléon Bonaparte a conquis l'Europe. Il a fait trembler des rois. Il a redessiné les frontières d'un continent entier avec la pointe de son épée. Mais ce soir, nous n'allons pas parler de ses victoires. Ce soir, nous allons parler de ce qu'il emportait dans sa tombe. Installez-vous confortablement. Laissez vos épaules descendre. Laissez votre respiration se ralentir. Nous partons ensemble vers un endroit très loin d'ici. Nous sommes en 1820. Île de Sainte-Hélène. Un rocher perdu au milieu de l'Atlantique Sud, à des milliers de kilomètres de tout ce qui existait un jour pour lui. Le soleil se couche lentement sur l'océan. Les vagues frappent les falaises en contrebas avec douceur, régulièrement, comme si l'île elle-même respirait. L'air sent le sel, l'herbe mouillée, et quelque chose d'autre. Quelque chose de lourd. Comme une vieille bibliothèque. Comme un endroit où le temps s'est arrêté. Dans la maison de Longwood, toutes les bougies sont allumées. Et dans la pièce du fond, près de la fenêtre, un homme est assis. Seul. Il porte un simple gilet gris. Pas d'uniforme. Pas de médaille. Pas de chapeau. Rien de tout ce que l'Europe a appris à reconnaître et à craindre. Juste un homme. 50 ans. Les cheveux fins, le visage fatigué, les mains posées sur les genoux comme celles d'un vieillard. Cet homme, c'est Napoléon Bonaparte. Et il regarde l'horizon. Ses serviteurs savent ne pas entrer à cette heure-là. C'est son moment. Celui qu'il s'accorde chaque soir, quand la lumière commence à mourir et que le ciel au-dessus de l'océan passe de l'orange au rouge, du rouge au violet, du violet au noir profond. C'est quelques minutes entre le jour et la nuit. C'est quelques minutes où il n'est plus l'empereur. Où il n'est plus le prisonnier. Où il n'est plus rien d'autre qu'un homme avec ses pensées. Et ses souvenirs. Il y a quelque chose que peu de gens savent sur Napoléon Bonaparte. Cet homme qui dormait 4 heures par nuit. Cet homme qui dictait des lettres en pleine bataille. Cet homme dont le cerveau fonctionnait comme une machine de guerre permanente. Cet homme avait une mémoire extraordinaire. Pas seulement pour les stratégies militaires. Pas seulement pour les noms de ses généraux ou les coordonnées des batailles. Non. Il se souvenait des odeurs. Des sons. Des visages. Et les soirs à Sainte-Hélène, quand le silence devenait trop lourd. Il se laissait aller. Il fermait les yeux. Et il revenait en arrière. La Corse. 1769. Une île. Encore une île. Mais quelle différence! Là-bas, l'air sentait le maquis, le romarin sauvage, la terre chaude après la pluie d'été. Les cigales chantaient du matin jusqu'au soir et les ruelles d'Ajaccio résonnaient de voix, de rires, de disputes en 2 langues mélangées. Il était petit garçon. Maigre, brun, les yeux trop grands pour son visage, les poings toujours serrés comme s'il était prêt à se battre contre quelque chose. Contre quoi, il ne savait pas encore. Sa mère, Laetitia, l'appelait depuis la fenêtre. Il entend encore sa voix ce soir. Cette voix précise, ferme, douce à la fois. Comme seules les mères corses savent l'être. Napoléon. Rentrée. Il sourit dans le noir. Napoléon. Son vrai prénom. Pas Napoléon. Ça, c'était la version française, la version officielle, la version que l'histoire retiendrait. Mais dans la bouche de sa mère. Il était Napoléon. Un enfant ordinaire dans une famille ordinaire. Qui rêvait de choses extraordinaires. La maison familiale à Ajaccio était modeste. Haute, étroite, avec des volets verts qui claquaient dans le vent du soir. Il y avait une cour intérieure où les enfants jouaient jusqu'à la nuit tombée, et une cuisine qui sentait toujours quelque chose de bon. Le bruschio frais. La soupe de legumes. Le pain que sa mère pétrissait chaque matin avec des gestes précis et rapides, comme tout ce qu'elle faisait. Laetitia Bonaparte n'était pas une femme ordinaire.
Elle avait donné naissance à 13 enfants. Elle en avait perdu 4 en bas âge. Elle avait élevé les autres avec une rigueur douce et une certitude absolue que ses fils accompliraient quelque chose de grand. Elle ne savait pas encore quoi. Mais elle le sentait. Le petit Napoléon aussi le sentait. Il ne dormait déjà pas beaucoup à l'époque. Les autres enfants s'endormaient sitôt la tête posée. Lui restait éveillé dans le noir, les yeux ouverts, à écouter le vent dans les oliviers et à penser. À quoi pensait-il? À César. À Alexandre le Grand. Aux hommes qui avaient changé le cours du monde. Il les avait lus dans les livres que son père lui rapportait de Pise, de Gênes, de partout où ses affaires l'emmenaient. Et il les dévorait ces livres. Pas comme un élève studieux. Comme quelqu'un qui cherche des réponses à des questions qui le brûlent. Comment fait-on pour que le monde entier vous entende? Comment fait-on pour que son nom reste gravé dans l'histoire? Ces questions, il les portait à 9 ans. À 10 ans. À 12. Il les porterait toute sa vie. La flamme de la bougie tremble. Un courant d'air, peut-être. Ou juste le vent du soir qui s'infiltre sous la porte. Il ouvre les yeux. L'océan est noir maintenant. Le ciel aussi. Il ne reste plus qu'une fine ligne dorée tout là-bas, à l'horizon, comme si le soleil refusait encore de disparaître complètement. Il comprend ça. Ce refus de disparaître. Il pose sa main contre la vitre froide. Et il pense à tous les chemins qui l'ont mené ici. À cette fenêtre. Sur cette île. Dans ce silence. Paris. L'école militaire. Les premières batailles. L'Italie. L'Égypte. Le consulat. Le couronnement. Austerlitz. Moscou. Waterloo. Tant de chemins. Tant de vies vécues en une seule. Mais ce soir, il ne pense pas à tout ça. Ce soir, il pense à autre chose. Quelque chose de plus petit. De plus fragile. Quelque chose que personne, jamais, n'a vraiment compris. Il y a dans sa chambre, dans le tiroir de la petite table de nuit en bois sombre. Un médaillon. En or simple, sans ornement. De la taille d'une pièce de monnaie. Il ne le porte jamais. Il ne le montre jamais. Mais chaque soir, avant de s'endormir, il l'ouvre. À l'intérieur. Une mèche de cheveux châtains. Très fin. Et un petit bout de papier plié en 4, si souvent replié qu'il commence à s'effriter sur les bords. 3 mots écrits dessus. Juste 3 mots. Ses domestiques ont remarqué ce médaillon. Ils n'ont jamais osé demander. Ces généraux qui lui rendaient visite sur l'île ont vu parfois, du coin de l'île, ce geste. Sa main qui glisse vers le tiroir, s'arrête, se retire. Ils n'ont jamais posé la question. Et lui n'a jamais parlé. Certains secrets ne s'expliquent pas. Certains secrets se portent. Jusqu'au bout. Mais pour comprendre ce secret, il faut revenir au début. Il faut revenir à Paris. Paris, en 1785. Napoléon a 16 ans. Il vient d'obtenir son brevet de lieutenant d'artillerie à l'École royale militaire. Il est sorti 42e de sa promotion sur 58. Pas brillant. Mais pas médiocre non plus. Ce qui frappe surtout ses professeurs, c'est autre chose. Ce n'est pas son intelligence, pourtant remarquable. Ce n'est pas sa discipline, pourtant sans faille. C'est son regard. Un regard qui observe tout. Qui enregistre tout. Qui calcule en permanence. Un regard qui ne se repose jamais. Paris le fascine et l'écrase à la fois. Lui qui vient d'une île, d'une famille modeste, avec son accent corse qui fait sourire les autres élèves, il débarque dans la ville la plus puissante d'Europe. Les bâtiments l'étourdissent. Les carrosses. Les parfums. Le bruit incessant. Et les femmes. Napoléon découvre Paris à 16 ans, et Paris ne ressemble à rien de ce qu'il a connu. Il marche des heures dans les rues. Pas par plaisir. Par méthode. Il mémorise les quartiers, les rues, les ponts. Il est déjà comme ça. Tout ce qu'il observe devient une carte dans sa tête. Le soir, dans sa petite chambre, il écrit. Des lettres à sa mère. Des notes sur ses lectures.
Des réflexions sur la politique, sur l'armée, sur l'avenir de la France. Et parfois, sur des feuilles qu'il brûle ensuite, il écrit autre chose. Des choses qu'il ne montrera jamais à personne. La Révolution éclate en 1789. Napoléon a 20 ans. Il est lieutenant dans un régiment d'artillerie stationné à Auxonne, une petite ville de Bourgogne au bord de la Saône. Il suit les événements de Paris avec une intensité fiévreuse. Il y a quelque chose de particulier dans la façon dont il lit les journaux à l'époque. Ses camarades les lisent avec effroi ou avec enthousiasme selon leurs convictions. Lui les lit différemment. Comme un stratège qui étudie un terrain de bataille. Il voit dans cette révolution non pas un chaos, mais une opportunité. Pour des hommes comme lui, jeunes, capables, sans fortune ni noblesse de sang, la chute de l'Ancien Régime ouvre un passage. Un passage étroit, dangereux, mais réel. Pour la première fois depuis des siècles, en France, ce qui compte n'est plus le nom qu'on porte à la naissance. C'est ce qu'on est capable de faire. Et lui sait ce qu'il est capable de faire. Il le sait depuis l'enfance. Il attend son heure. Cette heure arrive en 1793. Toulon. La ville s'est soulevée contre la Convention républicaine et a ouvert ses portes aux Anglais. Une flotte britannique mouille dans le port. Les royalistes tiennent la ville. La République est humiliée. On envoie une armée reprendre Toulon. Napoléon est là. Commandant d'artillerie. 24 ans. Et il voit ce que personne d'autre ne voit. Il y a une colline qui surplombe le port. Petite, à demi boisée, que tout le monde ignore parce qu'elle semble sans importance. Mais Napoléon comprend en un instant que c'est la clé de tout. Qui contrôle cette colline contrôle le port. Qui contrôle le port contrôle Toulon. Il passe des semaines à convaincre ses supérieurs. On le prend pour un fanatique. On l'ignore. Il insiste. Finalement, on lui laisse tenter sa chance. Le soir du 18 décembre 1793, sous une pluie battante, ses canons prennent position sur la colline. Le lendemain matin, les Anglais quittent le port. Toulon Tom. Et le nom de Bonaparte commence à circuler dans les couloirs du pouvoir. Il est nommé général de brigade à 24 ans. Général. À 24 ans. Dans la France de l'époque, c'est vertigineux. Inouï. Les vieux officiers serrent les dents. Les jeunes le regardent avec un mélange d'admiration et de crainte. Lui ne s'arrête pas pour savourer. Il n'a jamais su s'arrêter. Il est déjà en train de penser à la prochaine étape. Paris, 1795. La période du Directoire. La France sort épuisée de la terreur. Les rues de la capitale ressemblent à un lendemain de tempête. Les nobles qui n'ont pas été guillotinés rentrent discrètement d'exil. Les hommes politiques se disputent ce qu'il reste du pouvoir. C'est dans ce Paris-là, chaotique et fiévreux, que Napoléon rencontre Joséphine. Et c'est là que l'histoire bascule. Josephine de Beauharnais. 32 ans. Créole de la Martinique. Veuve d'un aristocrate guillotiné pendant la Terreur. 2 enfants. Des dettes. Un charme dévastateur. Ce n'est pas une beauté classique. Ce n'est pas la plus élégante des salons parisiens. Mais elle a quelque chose qu'aucun homme, ou presque, ne s'est expliqué. Une façon d'écouter qui donne à chaque interlocuteur l'impression d'être le centre du monde. Une voix douce et légèrement voilée, venue des Caraïbes. Des yeux sombres qui semblent toujours rire d'une blague que vous n'avez pas encore entendue. Et elle sait exactement ce qu'elle fait. Napoléon, lui, ne sait pas du tout ce qui lui arrive. Lui qui a toujours tout calculé, tout maîtrisé, lui qui a traversé des batailles sans jamais perdre son sang-froid. Il rencontre Joséphine dans un salon, un soir d'automne, et quelque chose se dérègle en lui. Il essaie de l'analyser comme il analyserait une position militaire. Il essaie de comprendre pourquoi elle lui fait cet effet. Il n'y arrive pas. Il lui écrit. Des lettres. Des dizaines de lettres. Fevriuses, impudiques, bouleversants. Des lettres que cet homme d'ordre et de raison n'aurait jamais dû écrire. Des lettres qui montrent quelqu'un d'autre.
Un homme qui tremble, qui supplie, qui abandonne toute fierté. Je me réveille avec toi dans mes pensées, lui écrit-il. Mon cœur plein de toi. Joséphine, Joséphine, souviens-toi de ce que je t'ai dit parfois. La nature m'a fait l'âme forte et décidée. Elle t'a construite de dentelle et de gaz. As-tu cessé de m'aimer? Pardonne-moi mon ami, mon âme est sur les grandes choses, mes amours pour toi me dépossèdent entièrement. Elle l'épouse en mars 1796. Il part en campagne en Italie 3 jours après le mariage. La campagne d'Italie dure 18 mois. 18 mois pendant lesquels Napoléon remporte victoire après victoire. Les Autrichiens battent en retraite. Les villes italiennes s'ouvrent devant lui. Son nom retentit dans toutes les capitales d'Europe. Et pendant tout ce temps, il lui écrit. Plusieurs fois par semaine. Parfois chaque jour. Des lettres de plusieurs pages où il raconte les batailles, les paysages, les villes. Mais surtout, des lettres où il la supplie de le rejoindre. Où il lui reproche de répondre trop peu. Trop tard. Trop brièvement. Car Joséphine ne l'aime pas. Pas comme il l'aime. Elle aime ses victoires. Elle aime le prestige qu'il lui apporte. Elle apprécie sa générosité, son admiration, l'intensité avec laquelle il la regarde. Mais elle n'est pas éperdument amoureuse. Elle a un amant à Paris. Plusieurs peut-être. Et les lettres de Napoléon, aussi passionnées soient-elles, lui causent surtout des embarras. Il le sait. Il le sait et il continue quand même. C'est peut-être la première et la seule fois de sa vie où Napoléon Bonaparte perd une bataille en sachant qu'il la perd. Et ne se retire pas pour autant. Les années passent. Le consulat. L'Empire. Le couronnement à Notre-Dame en décembre 1804. Cette journée-là, il y a quelque chose que tout le monde a vu, mais que peu ont compris. Au moment où le pape Pie VII tend la couronne pour la placer sur sa tête, Napoléon fait un geste inattendu. Il prend la couronne des mains du pape. Et il se couronne lui-même. Les témoins croient à un acte de fierté. D'arrogance souveraine. Un message au monde entier. Je ne dois ma couronne qu'à moi-même. C'est vrai. Mais c'est autre chose aussi. C'est la façon dont Napoléon fait toujours les choses importantes. Seul. Sans intermédiaire. Comme si, au fond, il n'avait jamais vraiment appris à faire confiance à quelqu'un d'autre. Même Joséphine, assise à quelques mètres de lui dans la splendeur de Notre-Dame, couronnée impératrice par ses propres mains quelques instants plus tard, même elle. Il ne lui fait pas vraiment confiance. Il l'aime. Il l'a toujours aimée. Mais il ne lui fait pas confiance. Et peut-être que c'est ça, le paradoxe au cœur de sa vie. Cet homme qui a tout conquis n'a jamais su conquérir la chose qu'il désirait le plus. Pas les territoires. Pas le pouvoir. Pas la gloire. Quelqu'un à qui parler la nuit. Vraiment parler. Austerlitz. Le 2 décembre 1805. La plus grande victoire de sa vie. 75 000 Français contre 90 000 Russes et Autrichiens. Le tsar Alexandre en personne commande les forces alliées. Napoléon a passé la nuit précédente à parcourir les lignes françaises à la lueur des torchers. Les soldats l'ont reconnu et ont allumé des bottes de paille pour illuminer son passage. En quelques minutes, tout le camp s'est transformé en une mer de lumière. C'était la veille du premier anniversaire de son couronnement. Il a dit à ses généraux qu'ils ne pouvaient pas dormir cette nuit-là. Pas d'inquiétude. Pas de peur. Juste une pensée qui tournait sans arrêt dans sa tête. Comment est-ce possible? Comment est-ce possible que ce garçon né dans une maison étroite d'Ajaccio, qui parlait à peine le français à 12 ans, qui a failli être renvoyé de l'armée faute d'argent pour payer son uniforme, se retrouve ici, la veille de la bataille qui déciderait du destin de l'Europe? Il n'avait pas la réponse. Il n'avait que la bataille. Le 2 décembre, le brouillard recouvre le plateau de Pratzen à l'aube. Les Russes attaquent l'aile droite française, exactement là où Napoléon les attendait. Il a tout calculé. Tout prévu. À 10 heures du matin, ses divisions surgissent du brouillard et frappent le centre ennemi laissé sans défense. En 4 heures, tout est terminé. 27 000 soldats alliés tués ou blessés.
8000 Français. Les empereurs d'Autriche et de Russie fuient le champ de bataille. Et Napoléon, debout sur le plateau, regarde le soleil percer enfin à travers les nuages. Le soleil d'Austerlitz. Ce soleil dont il parlera jusqu'à sa mort. Ce soir-là, pour la première fois depuis longtemps, il est allé trouver Joséphine dans sa tente. Et il n'a pas parlé de victoire. Il n'a pas parlé d'empire. Il lui a posé la tête sur l'épaule. Et il a dormi. Vraiment dormi. Plusieurs heures. Quelque chose qu'il ne faisait presque jamais. Elle lui a caressé les cheveux sans rien dire. C'est peut-être le seul vrai moment de paix qu'il ait connu dans toutes ces années. Mais les années de paix sont courtes pour les hommes comme lui. La guerre continue. L'Empire s'étend. La Prusse. La Pologne. L'Espagne. L'Europe entière semble basculer sous ses pieds comme un plateau de jeu qu'il fait tourner à sa guise. Et pourtant, il y a quelque chose qui commence à se fissurer. Pas dans les batailles. Sur les champs de bataille, il est toujours invincible ou presque. Non. La fissure est ailleurs. Interior. Invisible. La France commence à s'épuiser. Les hommes manquent. Les campagnes se vident. Il y a des mères qui pleurent partout en France, des mères qui n'ont plus de fils, des femmes qui n'ont plus de mari, des enfants qui n'ont plus de père. Et Napoléon le sait. Il lit les rapports. Il voit les chiffres. 1,5 million de morts depuis le début des guerres révolutionnaires. 1,5 million. La nuit, parfois, ces chiffres lui reviennent. Il s'élève. Il fait les 100 pas dans sa chambre. Il dicte des notes à ses secrétaires qui travaillent à toutes heures. Mais il ne parle pas de ça. À personne. C'est dans son armure, ce silence. Cette solitude au cœur du pouvoir. 1809. La rupture avec Joséphine. Il l'avait reportée des années. Il en avait les raisons politiques depuis longtemps. L'Empire a besoin d'un héritier, et Joséphine ne peut plus en avoir. Il doit se remarier. Avec une princesse, de préférence. Pour ancrer la légitimité des Bonaparte dans les vieilles dynasties européennes. La raison est claire. La décision s'impose. Et pourtant, la nuit où il lui annonce, ils sont seuls dans le salon des Tuileries. Pas de témoins. Pas de cérémonie. Juste deux, face à face, dans ce palais immense où ils ont vécu ensemble tant d'années. Joséphine pleure. Et lui, qui n'avait pas pleuré à Austerlitz ni à Waterloo, qui n'avait pas pleuré quand ses généraux mouraient devant lui, qui n'avait pas pleuré depuis l'enfance peut-être. Lui aussi pleure. Il pleure et il signe les papiers quand même. Le lendemain, elle quitte les Tuileries. Il la regarde partir depuis la fenêtre de son bureau. Son carrosse traverse la cour, passe le portail, disparaît. Il reste longtemps à la fenêtre. Très longtemps. L'archiduchesse Marie-Louise d'Autriche. 18 ans. Blonde. Daus. Bien élevée. Fille de l'empereur d'Autriche, qu'il a battu 2 fois sur les champs de bataille. Le mariage est célébré en mars 1810. C'est une union politique. Napoléon le sait. Marie-Louise le sait. Toute l'Europe le sait. Et pourtant, quelque chose d'inattendu se produit. Il l'aime. Pas comme il aimait Joséphine. Pas avec cette fièvre, cette douleur, cette dépendance. Autrement. Avec quelque chose de plus calme. De plus stable. Comme une maison après des années de bivouac. Marie-Louise est simple. Honnête. Elle n'a pas les fulgurances de Joséphine, ni son charme tropical. Mais elle est là. Vraiment là. Présente. Loyal. Elle lui donne un fils en mars 1811. Napoléon reçoit la nouvelle en pleine réunion avec ses ministres. On lui annonce les coups de canon. 21 coups, c'est une fille. 22 coups, un prince. Les ministres comptent en silence. À 22, Napoléon se lève. Il n'est plus l'empereur pour quelques minutes. Il est juste un père. Son fils. L'Aiglon. Le roi de Rome. Il va le voir immédiatement.
Il reste de longues minutes à regarder ce petit être fragile dans son berceau. Et dans ses yeux, pour une fois, il n'y a plus aucun calcul. Mais la fatalité s'approche. La campagne de Russie. 1812. 600 000 hommes traversent la frontière russe en juin. La plus grande armée que l'Europe ait jamais vue. En décembre, moins de 100 000 retraversent la frontière. Dans l'autre sens. En l'Ambiaux. Napoléon ne parle jamais de la Russie à Sainte-Hélène. Pas vraiment. Pas de ce qu'il a vu sur les routes de la retraite. Les chevaux morts dans la neige. Les soldats qui s'asseyaient pour se reposer et ne se relevaient plus. Les hommes qui avaient marché sous le soleil de juin vers Moscou avec des fleurs dans les fusils et qui rentraient en décembre comme des fantômes silencieux. Il ne parle pas de ça. Mais la nuit, à Sainte-Hélène, il y pense. Il s'en veut. Pas pour Waterloo. Waterloo, c'était la fortune de la guerre, les circonstances, la malchance d'un matin. La Russie, c'était lui. Son orgueil. Son refus de reconnaître qu'il existait des limites à ce que même le meilleur général du monde pouvait accomplir. C'est ça qu'il ne pardonnera jamais à lui-même. Waterloo. Le 18 juin 1815. Une plaine belge sous une pluie d'été. Il a 55 000 hommes. En face, Wellington avec 68 000 soldats, et les Prussiens de Blücher qui arrivent en renfort. La bataille commence en milieu de matinée. Napoléon est malade ce jour-là. Pas gravement. Mais assez pour que son jugement soit légèrement émoussé. Il tarde à lancer l'assaut. Il laisse le sol se gorger de pluie plutôt que d'attaquer à l'aube comme il aurait fait 10 ans plus tôt. Ces quelques heures de retard coûtent tout. À 19 heures, les Prussiens arrivent sur le flanc droit. L'armée française se débande. La garde impériale, les grognards, ceux qui l'ont suivi depuis le début, font face et meurent sur place plutôt que de fuir. La nuit tombe sur Waterloo. Et Napoléon comprend. Pas seulement qu'il a perdu la bataille. Il comprend que c'est fini. Vraiment fini. Qu'il n'y aura pas de troisième acte. Il monte à cheval dans le noir et chevauche sans direction pendant un moment. Juste lui et la nuit et le son des canons qui s'éteignent au loin. Puis il repart vers Paris. Vers l'abdication. Vers l'exil. Sainte-Hélène. Encore. La bougie a baissé dans la chambre. Il ne reste plus qu'un petit rond de lumière dorée sur le bureau. Napoléon n'a pas bougé de sa chaise. Il regarde toujours l'océan noir. Dans quelques mois, il sera mort. Il ne le sait pas encore. Ou peut-être qu'il le sait. Il est malade depuis des mois. Son corps qui a traversé des dizaines de batailles sans une égratignure commence enfin à lui faire défaut sur cette île sans gloire et sans ennemi digne de ce nom. L'ironie de ça ne lui échappe pas. Il tend la main vers le tiroir. L'entertainment. Il ouvre le médaillon. La flamme de la bougie éclaire la mèche de cheveux châtains. Le petit bout de papier. Il ne le déplie pas. Il n'a pas besoin de le déplier. Il connaît ces 3 mots par cœur depuis des décennies. Il les murmure dans le silence de sa chambre. Personne n'entend. Personne ne saura jamais. Pour comprendre ce médaillon, il faut revenir à une nuit précise. Une nuit de 1796. Napoléon est en Italie depuis 3 semaines. Il vient de remporter ses premières victoires. Il est général. Il est marié depuis moins d'1 mois à Joséphine qui est restée à Paris. Il lui écrit chaque jour. Elle lui répond rarement. Ce soir-là, dans une maison réquisitionnée près de Milan, il n'arrive pas à dormir. Ce n'est pas rare. Il fait sortir ses aides de camp. Il s'assied à son bureau. Il prend une plume. Et il ne commence pas une lettre à Joséphine. Il commence autre chose. Une lettre différente. Pour personne. Pour lui-même peut-être. Une lettre qu'il n'enverra jamais. Il écrit pendant 2 heures. Sur quoi? Personne ne le sait avec certitude. Mais les témoins qui l'ont vu écrire ce soir-là rapportent qu'il pleurait. Pas de grandes larmes. Juste les yeux brillants. La façon dont les hommes qui ne pleurent jamais pleurent quand ils sont seuls. Et à l'aube, il a brûlé les feuillets. Tous sauf un.
Un seul petit bout de papier, plié en 4, qu'il a glissé dans le médaillon avec la mèche de cheveux. Ce médaillon qui ne le quittera plus jamais. Il y a une autre chose que les historiens ont du mal à saisir chez Napoléon. Sa solitude. Pas la solitude de l'exil. Pas celle de Sainte-Hélène. Une solitude plus ancienne. Plus structurelle. L'homme le plus entouré d'Europe était fondamentalement seul. Il y avait autour de lui des milliers de personnes. Des généraux. Des ministres. Des diplomates. Des serviteurs. Des courtisans. Des soldats. Des conseillers. Des espions. Tous à son service. Tous dévoués, ou presque. Tous prêts à suivre ses ordres jusqu'à la mort. Mais pas un avec qui il pouvait vraiment parler. Pas comme Giacomina, sur ce muret d'Ajaccio. Il avait appris très tôt que le pouvoir isole. Que plus vous montez, moins les autres vous disent la vérité. Que tout le monde autour de vous filtre ses paroles, ajuste ses opinions, surveille vos réactions avant de finir ses phrases. Au début de sa carrière, quand il était jeune général, il y avait encore quelques camarades avec qui la vérité circulait. Duroc, son ami le plus proche, général et grand maréchal du palais. Quelques autres. Mais Duroc est mort à Wurtzen en mai 1813, touché par un boulet de canon dévié. Napoléon était présent. Il a tenu la main de son ami pendant ces derniers instants. Il n'a rien dit. Il ne pouvait pas parler. Après la mort de Duroc, quelque chose s'est refermé en lui définitivement. Il avait d'autres généraux fidèles. D'autres collaborateurs brillants. Mais cette qualité particulière de l'amitié sans calcul, sans hiérarchie, sans distance imposée par le pouvoir. Il ne l'a plus jamais retrouvée. Sauf peut-être avec Eugène de Beauharnais, le fils de Joséphine. Eugène qui n'était pas son fils de sang. Qui n'avait aucune obligation de l'aimer. Et qui l'aimait quand même. Simplement. Sans arrière-pensée. Napoléon lui a écrit jusqu'à la fin. Les lettres à Eugène sont différentes des autres. Plus directes. Moins impériales. Parfois même légères, presque tendres. Des lettres qu'un père écrirait à un fils. Même si ce n'était pas son fils. Le couronnement de 1804. Tout le monde connaît cette image. Napoléon qui se couronne lui-même. Le pape qui assiste, impuissant ou complice selon l'interprétation. Mais il y a un détail que les tableaux officiels ne montrent pas. Quelques secondes avant de prendre la couronne des mains du pape, Napoléon a tourné la tête vers la gauche. Vers Joséphine. Juste une seconde. Juste un regard. Et Joséphine lui a souri. Pas le sourire calculé qu'elle réservait aux occasions publiques. Pas le sourire de l'impératrice. Un sourire différent. Presque complice. Presque celui qu'elle avait dans leurs premières années, quand elle n'était pas encore tout à fait sûre de lui et que lui était encore capable d'être surpris par elle. Napoléon a souri aussi. Une fraction de seconde. Puis il a repris la couronne. Il se l'est posée sur la tête. Il s'est retourné vers le monde. Et l'empirée avait commencé. Mais cette fraction de seconde, ce regard échangé sous les voûtes de Notre-Dame pendant que le monde entier regardait. Ce regard appartenait qu'à eux. Les nuits d'hiver à Paris sont longues. Dans les premières années du consulat, avant que l'Empire ne l'absorbe complètement, il avait l'habitude de se lever vers 3 heures du matin, de prendre un bain chaud, et de travailler seul pendant 2 ou 3 heures avant que ses secrétaires n'arrivent. Ces heures-là étaient ses préférées. Le palais dormait. Les couloirs étaient silencieux. La Seine bruissait faiblement derrière les fenêtres. Il n'y avait pas de solliciteurs. Pas de rapports urgents. Pas de décisions à rendre immédiatement. Juste lui et sa pensée. Il lisait. Il prenait des notes. Parfois il ne faisait rien du tout, juste rester assis à son bureau avec un verre de chambertin, son vin préféré, à regarder les flammes de la cheminée. Et parfois il sortait son médaillon. Il l'ouvrait. Il regardait la mèche de cheveux. Il regardait le petit bout de papier plié. Il le refermait. Et il se remettait au travail. Comme si ce geste était une forme de boussole.
comme si regarder ce médaillon lui rappelait quelque chose d'essentiel sur lui-même. Quelque chose qu'il risquait d'oublier dans la tourmente du pouvoir. Ce qu'il était avant tout ça. Un garçon sur un muret, à Ajaccio, qui regardait la mer. Il y a une question que les historiens posent souvent à propos de Napoléon. Était-il heureux? C'est une question bizarre à poser à un conquérant. On ne demande pas si César était heureux. On ne demande pas si Alexandre le Grand était heureux. Mais avec Napoléon, la question se pose. Parce que quelque chose dans les témoignages de ceux qui l'ont approché de près laisse entendre que sous l'armure, sous l'empereur, il y avait quelqu'un qui cherchait autre chose. Qui cherchait quoi, exactement? Personne ne le sait vraiment. Lui-même ne l'aurait peut-être pas su dire. Mais à Sainte-Hélène, dans ses dernières années de captivité, il y a des moments où quelque chose dans son attitude change. Ses secrétaires le remarquent. Il devient moins impatient, moins brusque, moins tyrannique dans ses exigences. Il écoute plus. Il parle moins. Il s'assied parfois pendant de longues minutes sans rien dire, le regard dans le lointain, et ses serviteurs ne savent pas s'il réfléchit à quelque chose d'important ou s'il est simplement là, présent, sans but particulier. Comme un homme qui a enfin compris que l'urgence permanente dans laquelle il a vécu n'était peut-être pas une nécessité, mais une habitude. Et que certaines habitudes, même celles qui ont construit des empires, peuvent se défaire. Le jardin de Longwood. C'est l'une des rares libertés qui lui restent à Sainte-Hélène. Marcher dans ce jardin. L'anglais Hudson Lowe, son geôlier, surveille tout, contrôle tout, mesure chaque mètre carré de liberté accordé avec une mesquinerie qui exaspère Napoléon. Mais le jardin, il l'a eu. Il l'a fait planter lui-même dès son arrivée sur l'île. Quelques parterres de fleurs. Des arbres fruitiers. Un potager. Il y va souvent le matin, avant que la journée ne commence. Il marche lentement dans les allées. Il regarde pousser les choses. Il arrache parfois une mauvaise herbe de ses propres mains. C'est quelque chose de nouveau pour lui. Ce contact direct avec la terre, avec la lenteur de la croissance, avec cette logique végétale qui ne dépend d'aucun stratège et n'obéit à aucun général. Les plants de tomates qu'il a mis en terre en octobre seront mûrs en janvier. Il ne peut rien faire pour accélérer ça. Et pour la première fois depuis 40 ans, cette impossibilité d'agir sur le rythme des choses ne l'irrite pas. Elle le repose. Il y a quelque chose d'étrange dans la façon dont l'histoire se souvient des gens. Elle garde les dates, les batailles, les traités, les chiffres. Elle garde les gestes symboliques, les discours, les décisions qui ont changé le cours des événements. Elle laisse tomber le reste. Elle laisse tomber les après-midi sans importance. Les doutes du matin. Les petits gestes quotidiens. La façon particulière dont quelqu'un tient sa tasse de café. La chanson qu'il fredonnait sans s'en rendre compte en travaillant. Elle laisse tomber tout ce qui faisait la texture réelle d'une vie. Et pourtant, c'est souvent dans ces détails-là que se trouve la vérité. La vérité sur Napoléon n'est pas à Austerlitz. Elle est peut-être dans ce médaillon. Dans cette mèche de cheveux châtains. Dans ces 3 mots en Corse sur un bout de papier usé. Dans le regard d'un garçon de 14 ans sur un muret d'Ajaccio, qui sent le romarin et la mer. Sainte-Hélène. Novembre 1820. Il fait plus froid que d'habitude. L'île, pourtant tropicale, peut être saisie parfois par des vents venus du sud, froids et humides, qui s'engouffrent dans les pièces mal isolées de Longwood et font claquer les volets. Napoléon est alité depuis plusieurs jours. Pas gravement. Pas encore. Une fièvre basse, une fatigue profonde, une douleur sourde dans le côté droit qui vient et repart depuis des mois. Son médecin, Antomarchi, reste évasif. Il prescrit des remèdes. Il observe. Il prend des notes. Napoléon le regarde faire avec une curiosité distante. Lui qui a toujours voulu comprendre, analyser, maîtriser, il observe son propre corps s'épuiser avec l'attitude détachée d'un stratège qui étudie le terrain d'une bataille perdue d'avance. Il ne se plaint pas. Ce n'est pas sa nature. Il travaille autant qu'il peut depuis son lit. Il dicte. Il corrige.
Il commente les nouvelles qui arrivent d'Europe avec des retards de plusieurs mois. Il reçoit des visiteurs. Et certains soirs, quand la fièvre monte un peu et que ses pensées deviennent moins ordonnées, moins contrôlées, il parle de choses inattendues. De son enfance. De la Corse. Des étés de sa jeunesse. Sa voix change quand il parle de ça. Elle devient plus douce. Plus lente. Comme si les mots venaient d'un endroit plus profond. Comme si la fièvre défaisait les verrous. Une nuit de ce mois de novembre. Ses serviteurs sont à leur poste. Ali, le domestique le plus proche, est assis dans le couloir, prêt à répondre au moindre appel. Napoléon ne dort pas. La lumière d'une bougie filtre sous la porte. Il est allongé sur le dos, les yeux ouverts dans le noir. Sa respiration est régulière, un peu plus lente que d'habitude. Il pense à sa mère. Laetitia Bonaparte a 80 ans maintenant, si elle est encore en vie. Elle est à Rome, sous la protection du pape. Il lui écrit quand il peut. Elle lui répond par des lettres courtes, fermes, qui lui rappellent la femme qu'elle a toujours été. Il se demande ce qu'elle pense dans sa vieillesse. Si elle repense à ce garçon brun aux yeux trop grands qui s'appelait Napoléon. Si elle est fière. Si elle regrette quelque chose. Il se demande si elle a peur de mourir. Lui, non. Ou plutôt, il ne sait pas. Il n'a jamais vraiment pensé à sa propre mort. Non pas par déni, mais parce que la mort ne lui a jamais semblé une perspective pertinente. Il a vu mourir des milliers d'hommes. Des hommes jeunes, des hommes vieux, des hommes courageux et des hommes terrifiés. Il les a regardés mourir avec respect, mais sans la distance émotionnelle que certains lui prêtent. Il a pleuré. Pas souvent. Mais il a pleuré. À Wagram, quand la salle est tombée. À Eylau, devant le champ de bataille couvert de morts dans la neige. À Fontainebleau, au moment de l'abdication de 1814, quand la garde est venue faire ses adieux. Cette journée-là, au château de Fontainebleau. L'adieu à la garde. C'est peut-être le moment le plus difficile de toute sa vie. Fontainebleau. Le 20 avril 1814. Il abdique. L'Empire est fini. Les Alliés sont à Paris. Les maréchaux l'ont abandonné les uns après les autres. Memney, le plus brave, celui qu'il appelait le brave des braves, est venu lui signifier que l'armée ne marchera plus. Il signe les papiers. Et puis il va faire ses adieux à la vieille garde, dans la cour du château. Ils sont là, ces hommes. Ces visages qu'il reconnaît pour certains depuis 20 ans. Ces soldats qui l'ont suivi en Égypte, en Italie, en Prusse, en Espagne, en Russie. Ces hommes qui portent dans leur chair les cicatrices de bataille dont les noms résonnent comme des coups de tonnerre dans l'histoire. Il les regarde. Il ne sait pas comment commencer. Lui qui n'a jamais manqué de mots, lui qui pouvait haranguer une armée sous les boulets, lui qui savait exactement quoi dire pour que des hommes épuisés et terrifiés se remettent debout et avancent encore. Il ne sait pas quoi dire. Il commence quand même. Soldats de ma vieille garde, je vous fais mes adieux. Sa voix est ferme au début. Puis elle se brise légèrement. Puis elle se recompose. Puis elle se brise encore. Il les serre dans ses bras. Il embrasse les drapeaux. Il embrasse des généraux. Il embrasse des sergents. Et il pleure. Devant tout le monde. Sans honte. Sans retenue. Ce n'est pas la défaite qu'il pleure. Ce n'est pas l'empire perdu. C'est ça. Ces hommes. Cette fidélité absolue. Cette chose rare et précieuse, qui n'existe peut-être nulle part ailleurs dans la vie humaine. Des hommes qui vous suivent jusqu'au bout, non pas parce qu'ils y sont obligés, mais parce qu'ils le choisissent. Ils montent en voiture. La voiture s'éloigne. La garde au garde à vous. Des hommes qui pleurent en silence. Ce souvenir-là, à Sainte-Hélène, il ne peut pas y penser longtemps. Il est trop lourd. Retour sur l'île. L'océan à cette heure-là de la nuit est d'un noir absolu. Le vent a un peu forci. On entend les volets claquer quelque part dans la maison. Napoléon tourne la tête vers la fenêtre. Il y a des étoiles ce soir. Beaucoup d'étoiles. Il a appris à les regarder différemment depuis qu'il est sur cette île. À Paris, à Fontainebleau,
Dans les camps militaires, le ciel était toujours obscurci par les lumières de l'activité humaine. Ici, il n'y a que l'obscurité et les étoiles. Il les observe souvent la nuit quand il n'arrive pas à dormir. Il connaît quelques constellations. L'ours. Orion. La croix du Sud qu'on ne voit pas sous ses latitudes, mais qu'il imaginerait volontiers. Son père lui avait montré les étoiles, une nuit d'été à Ajaccio. Il avait 7 ou 8 ans. Ils étaient montés sur la terrasse de la maison après le dîner. Et son père, Carlo Bonaparte, cet homme élégant et cultivé qui aimait les belles choses et qui mourait trop jeune d'un cancer de l'estomac, avait pointé son doigt vers le ciel. Là, c'est l'étoile du berger. Et là, c'est la grande ours. Et là-bas, très loin, tu vois ce point lumineux qui ne clignote pas comme les étoiles? C'est Jupiter. Jupiter. Il avait répété le mot. Jupiter. Le roi des dieux romains. Et son père avait ri doucement. Un rire calme, nocturne, qui s'accordait bien avec le silence de la nuit et les cigales au loin. Bien sûr, avait dit son père. Le roi des dieux. Tu ne pouvais pas t'intéresser à une planète ordinaire. C'est l'un des rares souvenirs heureux qu'il ait de son père. Carlo Bonaparte est mort à Montpellier en février 1785. Napoléon avait 16 ans et était à Paris. Il n'a pas pu aller aux funérailles. C'est un regret qu'il a porté longtemps. Il y a dans les mémoires dictées à Sainte-Hélène un passage étrange. Napoléon parle de l'avenir. De ce que l'Europe deviendra après lui. De la façon dont ses idées, ses codes, ses réformes continueront à vivre même si son empire est mort. Il dit quelque chose qui surprend ses secrétaires. Il dit « Les idées que j'ai semées germeront. Pas toutes. Et pas toujours de la façon dont je les ai imaginées. Mais elles germeront. » Lascaz lui demande s'il pense à l'unité européenne. Napoleon sourit. Un sourire légèrement ambigu. Il dit « Je pense à quelque chose de plus simple. Je pense qu'un jour, dans 2 ou 3 générations, il y aura des hommes et des femmes en France, en Italie, en Allemagne, en Espagne, qui vivront sous des lois à peu près similaires, qui se reconnaîtront comme appartenant à quelque chose de commun. Pas à un empire. À quelque chose de plus patient. De plus lent. De plus solide. Lost Cases Note. Et puis Napoléon ajoute, à voix plus basse, presque pour lui-même. Je ne verrai pas ça. Mais ça viendra. Il s'éteint. Il regarde par la fenêtre. Et il dit encore, si bas que Lascaz n'est pas sûr d'avoir bien entendu. Pourvu que ce soit mieux que ce que j'ai fait. Lascaz n'ose pas demander de précision. Il note quand même. Il approche maintenant. La nuit est très avancée. La bougie est presque consumée. Napoléon est allongé sur son lit, les yeux mi-clos. Sa respiration est régulière. Ses mains sont posées sur la couverture, paume vers le bas, comme s'il tenait quelque chose. Le médaillon est sur la table de nuit. Il l'a posé là ce soir après l'avoir regardé. Ouvert. Reform. Pose. Il ne dort pas encore. Il est dans cet espace entre deux. Là où les pensées perdent leur netteté. Où les souvenirs se mélangent doucement sans logique ni chronologie. Il voit Ajaccio. Il voit le muret de jardin et la mer au bout de la ruelle. Il voit Giacomina qui tourne la tête vers lui et dit quelque chose qu'il n'entend plus tout à fait, les mots dissolus dans la brume du demi-sommeil. Il voit Fontainebleau et l'étang et le héron immobile. Il voit les étoiles sur la terrasse d'Ajaccio et le doigt de son père qui pointe vers Jupiter. Il voit les soldats de la vieille garde, leur visage dans le froid du matin, leur immobilité silencieuse. Il voit Joséphine qui sourit sous les voûtes de Notre-Dame. Il voit le soleil d'Austerlitz qui perce le brouillard. Il voit l'étang de Fontainebleau. Il voit la mer. Il voit toujours la mer. Laissez maintenant vos propres pensées se faire douces. Laissez les images de cette histoire s'estomper progressivement. Comme une marée qui se retire. Lentament. Sans bruit. Napoléon dort sur son île de l'Atlantique. L'océan respire autour de lui, régulier, patient, infini. Et quelque part dans ce sommeil, il est revenu à Ajaccio.
Il a 14 ans. Il ne sait pas encore ce qui l'attend. Il ne sait pas encore les victoires et les défaites, les couronnes et les exils, les millions d'hommes qui marcheront sous ses ordres ni les millions qui mourront pour ses rêves. Il ne sait rien de tout ça encore. Il sait juste ceci. Le soleil est chaud. La mer est bleue. L'air sent le romarin et le sel. Et quelqu'un, à côté de lui, l'écoute vraiment. Juste ça. Juste être entendu, pour une fois, vraiment entendu, sans calcul ni hiérarchie ni distance. C'est peut-être tout ce qu'on demande, au fond. Même les empereurs. Même les conquérants. Même les hommes qui ont tenu le monde dans leurs mains. Ils veulent juste, parfois, s'asseoir quelque part au soleil. Et être entendus. Bonne nuit. C'est peut-être la chose la plus difficile pour un homme comme lui. Pas la captivité. Pas l'exil. Pas même l'humiliation d'être surveillé par des soldats britanniques qui pourraient être ses petits-fils. Non. Le plus difficile, c'est que les jours se ressemblent. Il se lève vers 7 heures. Il prend un bain chaud, l'une des rares choses qu'il apprécie encore sans réserve. Il dicte pendant des heures à ses secrétaires. Il marche un peu dans le jardin si le temps le permet. Il déjeune. Il dicte encore. Il reçoit parfois la visite de quelques compagnons d'exil qui partagent sa captivité. Il dîne. Et puis vient cette heure du soir, celle de la fenêtre, celle du médaillon. La répétition, qui a toujours été pour lui un ennemi, est devenue ici quelque chose d'autre. Une forme de paix imposée. Il a mis des mois à l'accepter. À comprendre que résister à cette lenteur était aussi inutile que de lancer une cavalerie contre les falaises de l'île. Il a finalement cessé de résister. Et dans cette acceptation, quelque chose d'étrange s'est produit. Il a commencé à se souvenir. Pas des batailles. Pas des décisions politiques. Pas des traités et des constitutions. Des petites choses. L'odeur du pain chaud dans la boulangerie, près de l'école militaire de Brienne. Le son particulier du vent dans les peupliers de la Bourgogne, ce bruissement doux et continu qu'il avait accompagné pendant des mois à Auxonne quand il était jeune lieutenant. La couleur exacte du ciel sur l'Adriatique un matin d'automne 1797, après la signature du traité de Campo Formio. Ce traité qui avait mis fin à la campagne d'Italie. Ce traité qu'il avait négocié seul, sans attendre les instructions de Paris, parce qu'il savait que Paris avait tort. Il avait 28 ans. Et il avait regardé ce ciel de l'Adriatique ce matin-là en pensant. Je ne reverrai peut-être jamais quelque chose d'aussi beau. Il avait tort. Il avait vu des choses plus belles encore. Mais cette pensée-là, à 28 ans, devant ce ciel, c'était peut-être la dernière fois qu'il avait regardé quelque chose pour le plaisir de le regarder. Sans calculer. Sans planifier. Sans transformer la beauté du monde en information utile. Juste regarder. Il essaie de réapprendre ça, ici, à Sainte-Hélène. Il y arrive parfois. Ses compagnons d'exil lui rendent visite régulièrement. Le général Bertrand. Le comte de Lascaz, qui transcrit ses mémoires avec une dévotion presque religieuse. Quelques officiers fidèles qui ont choisi le suivre dans l'exil plutôt que de rentrer en France. Il parle de la gloire passée. Des victoires. Des grandes heures. Napoléon les laisse parler. Il participe. Il corrige les détails. Il raconte des anecdotes. Il sait que ces conversations deviendront des livres, et que ces livres façonneront la façon dont l'histoire le jugera. Il construit sa légende avec autant de soin qu'il a construit ses empires. Mais parfois, au milieu d'un récit sur Austerlitz ou sur l'entrée à Berlin, il s'arrête. Ses interlocuteurs attendent. Croient qu'il cherche un détail. Lui est ailleurs. Il pense à quelque chose que personne dans cette pièce ne pourrait comprendre. Lascaz lui pose un jour une question. Ils sont assis dans le petit salon de Longwood après le dîner. Le général Bertrand fume sa pipe près de la fenêtre. Une bougie éclaire les notes que Lascaz prend sur ses genoux. « Sire, dit Lascaz, si vous deviez choisir le moment de votre vie où vous avez été le plus heureux, lequel serait-ce » La question tombe dans le silence de la pièce comme une pierre dans l'eau. Les hommes présents attendent la réponse attendue.
Austerlitz. Le couronnement. La naissance du roi de Rome. Quelque chose de grand. De digne d'entrer dans les mémoires. Napoléon réfléchit un long moment. Puis il dit. Fontainebleau. Juste ça. Fontainebleau. Lascaz note, un peu déçu. Fontainebleau était la résidence de campagne impériale. Un château magnifique, mais qui n'avait pas la grandeur symbolique de Versailles, ni le poids historique de Notre-Dame. Il demande. Le château? Non, dit Napoléon. Le jardin. Il ne précise pas davantage. Il change de sujet. Il commence à raconter la bataille d'Iéna. Mais dans les semaines qui suivent, Lascaz remarque une chose. Napoléon ne mentionne plus jamais Fontainebleau. Comme si cette réponse lui avait échappé. Comme si elle était sortie de lui avant qu'il ait pu la retenir. Et il n'avait aucune envie de l'expliquer. Fontainebleau. Printemps 1812. Quelques semaines avant le départ pour la Russie. La cour est installée au château. Marie-Louise est enceinte de leur deuxième enfant, celui qui mourra en bas âge. Le petit roi de Rome, qui a 1 an, apprend à marcher dans les couloirs du palais. Napoléon prépare la campagne de Russie. 600 000 hommes à mobiliser, à nourrir, à équiper. Des lignes logistiques qui s'étendent sur des milliers de kilomètres. Des plans qui changent chaque semaine en fonction des nouvelles qui arrivent de Saint-Pétersbourg. Il travaille 15 heures par jour. Et un après-midi, sans raison particulière, il s'arrête. Il pose ses plumes. Il sort par la petite porte latérale de son bureau, qui donne directement sur le jardin anglais. Personne ne l'accompagne. Il marche seul pendant 1 heure le long des allées forestières qui entourent le château. Le printemps est en avance cette année. Les arbres ont leurs feuilles depuis 3 semaines. Les fleurs sauvages sont partout dans l'herbe. Il s'assied sur un banc de pierre au bord de l'étang. Les canards glissent sur l'eau. Un héron se tient immobile à quelques mètres, patient comme une statue. Napoléon regarde l'étang pendant très longtemps. À quoi pense-t-il? Peut-être pas grand-chose. Peut-être que c'est justement ça. Peut-être que pour cette heure-là, dans ce jardin, son cerveau qui ne s'arrête jamais s'arrête. 1 heure de vide. 1 heure de rien. Il rentre avant le dîner. Personne n'a su où il était. Et lui n'en a jamais parlé. Mais dans les années qui suivent, au fond des nuits sans sommeil, c'est cette image qui revient le plus souvent. L'étang. Le héron. Les feuilles nouvelles sur les arbres. 7 heures de rien. Alors, la question reste entière. La mèche de cheveux. Le bout de papier. Les 3 mots. À qui appartenaient ces cheveux? Les historiens ont cherché. Pendant 200 ans, ils ont cherché. Josephine? Non. Ses cheveux étaient noirs. Marie-Louise? Non. Elle et Napoléon ne se sont rencontrés qu'en 1810, bien après. Alors qui? Il faut revenir à la Corse. Il faut revenir à Ajaccio. Il faut revenir à l'été 1783. Napoléon a 14 ans. Il est en permission de l'école militaire de Brienne où il étudie depuis 5 ans. Il rentre à la maison pour la première fois depuis longtemps. Et dans ce retour, dans cet été corse, quelque chose se produit. Quelque chose que lui-même n'a jamais raconté à personne. Quelque chose que l'histoire officielle a effacé parce que l'histoire officielle n'a pas de place pour les choses fragiles. Ajaccio. Été 1743. Il a changé en 5 ans. Il a grandi. Brienne l'a durci, militarisé, rendu plus silencieux. Mais ici, dans les ruelles de son enfance, sous le soleil blanc de l'été corse, quelque chose se détend en lui. Il redevient le garçon qu'il était avant. Il y a dans le quartier une famille qu'il connaît depuis toujours. Les voisins d'en face. Une fille de son âge, qu'il a vu grandir de sa fenêtre avant de partir à Brienne. Une fille dont il se souvenait comme d'une présence floue, une silhouette dans la cour voisine. Mais là, cet été-là, en revenant, il la voit vraiment pour la première fois. Elle s'appelle Giacomina. Elle a 14 ans aussi. Elle est brune, vive,
avait quelque chose de direct dans le regard qui plaît immédiatement à Napoléon. Pas de coquetterie. Pas de jeu. Elle parle comme elle pense, sans détour, dans ce mélange de corse et de français qui est la langue de son enfance. Ils passent l'été ensemble. Pas romantiquement. Pas vraiment. Ils sont trop jeunes pour mettre des mots sur ce que c'est. Mais ils parlent pendant des heures. Assis sur le muret du jardin. Marchant jusqu'au bord de la mer. Regardant le coucher de soleil sur le golfe d'Ajaccio. Il lui parle de Brienne, de Paris, de ses ambitions. Elle l'écoute sans se moquer. Elle lui pose des questions précises, intelligentes, qui l'obligent à réfléchir. Pour la première fois de sa vie, Napoléon a l'impression que quelqu'un le comprend vraiment. Pas son intelligence. Pas ses capacités militaires. Pas son potentiel. Lui. Juste lui. Le garçon derrière tout ça. À la fin de l'été, il doit repartir. Le matin de son départ, elle lui donne quelque chose. Une mèche de ses cheveux. Et un bout de papier. Sur le bout de papier, 3 mots en corse. 3 mots qu'il ne traduira jamais. Qu'il ne répétera jamais à voix haute devant quelqu'un. Il prend le médaillon de sa mère, le vide de la petite médaille qu'il contenait, et y glisse la mèche et le papier. Il ne le rouvrira pas avant des années. Mais il ne le perdra jamais. Giacomo. L'histoire ne la mentionne nulle part. Elle n'a pas de place dans les biographies officielles. Elle n'a pas de portrait. Elle n'a pas de lettres publiées. Elle est juste une fille de 14 ans dans une maison d'Ajaccio, un été de 1783, qui a parlé honnêtement à un garçon que l'histoire allait rendre immortel. Et ce garçon, devenu l'homme le plus puissant du monde, n'a jamais oublié. Ce n'est pas une histoire de grand amour. Ce n'est pas un secret diplomatique. Ce n'est pas un scandale. C'est quelque chose de plus simple et de plus difficile à la fois. C'est le souvenir d'un moment où il était encore possible d'être ordinaire. Avant les généraux. Avant les batailles. Avant les couronnes et les empires. Avant de devenir Napoléon. Juste Napoléon. Le garçon qui rentrait à la maison pour l'été. Sainte-Hélène. La nuit avance. Il referme le médaillon. Il se leva lentement. Il a du mal à se lever maintenant. Son corps refuse. Son corps qui a traversé toute l'Europe à cheval, qui a dormi dans des granges et des bivouacs sous tous les ciels, commence à lui dire que c'est assez. Il va jusqu'au lit. Il s'allonge. L'océan continue de souffler au dehors. Le même bruit régulier, patient, éternel. Il fixe le plafond dans le noir. Dans quelques mois, le 5 mai 1821, ses serviteurs entreront dans cette chambre au matin et le trouveront immobile. Ces derniers mots, la nuit précédente, auront été prononcés dans le délire de la fièvre. Les témoins rapporteront avoir entendu plusieurs noms. Des généraux. Des batailles. Sa mère. Et quelque chose d'autre. Un prénom qu'aucun d'entre eux ne reconnaît. Un prénom corse. Ils n'y font pas attention sur le moment. Ils l'oublieront vite dans le chagrin et la confusion qui suivent. Mais ce prénom, Napoléon l'a murmuré 2 fois. Distinctement. Avec une clarté qui tranche sur le reste. Comme une réponse à une question posée très longtemps avant. On a tout raconté sur Napoléon Bonaparte. Ses batailles. Ses codes. Ses réformes. Ses erreurs. Ses grandeurs. Ses cruautés. On a disséqué ses stratégies militaires dans toutes les écoles d'officiers du monde. On a pesé et mesuré son crâne. On a analysé ses lettres au microscope. On a débattu pendant 2 siècles pour savoir s'il était un génie ou un monstre, un libérateur ou un tyran. Et peut-être que la réponse est les 2. Peut-être que les hommes qui changent le monde sont toujours les 2 à la fois. Mais ce soir, sur cette île de l'Atlantique, dans cette chambre où brûle la dernière bougie, il n'est ni l'un ni l'autre. Il est juste un homme. Un homme fatigué qui ferme les yeux. Et qui retourne pour la dernière fois, dans le silence de sa tête, sur cette île de son enfance, dans cet été de 1783, sur ce muret de jardin, face à la mer. L'air sent le romarin. Le sel.
La terre chaude. Une fille de 14 ans l'écoute parler. Elle ne sait pas encore qui il va devenir. Et lui, pour quelques instants encore, ne le sait pas non plus. Juste le soleil sur l'eau. Le bruit des cigales. La voix de sa mère au loin. Nebulian. Rentre. Il rentre. Laissez vos pensées se calmer maintenant. Laissez cette île lointaine s'estomper doucement, comme une image qui s'éloigne. Vous êtes ici. Dans votre lit. Dans votre nuit à vous. L'océan respire quelque part, même si vous ne l'entendez pas. Et quelque part dans le tissu de l'histoire, dans les plis des choses qui ne s'écrivent pas, un garçon corse est assis sur un muret au bord de la mer. Il regarde le coucher de soleil. Il ne pense à rien. Il est heureux. Bonne nuit.